Bon, Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Eh bien, bonsoir Joël, Christophe et Sia. Je suis ravi que nous soyons Bonsoir. déjà quatre pour la présentation de ce bulletin astronomique pour la période du 14 au 22 mars 2025, la troisième phase de la troisième lune d'hiver nord, été sud. Et donc, du 14 au 22 mars, eh ben, on passe par l'équinoxe le 20 mars. Donc, le soleil entre dans le signe du bélier. C'est le début du printemps nord, automne, sud. Et donc, nous allons rester en lunaison d'hiver jusqu'à la fin de cette lunaison, soit le 29 mars, la nouvelle lune qui sera marquée par une éclipse partielle de soleil dont nous pourrons pas vraiment bénéficier en France métropolitaine. Ce sera... Non, ça c'était l'éclipse de lune le 14, excusez-moi. Le 29, c'est éclipse totale, éclipse partielle de soleil, éclipse totale de lune le 14, partielle de soleil le 29. Donc ce sera pour la semaine prochaine, mais j'en parle un petit peu quand même. Donc parce qu'elle sera quand même observable, assez remarquable en France métropole. Après, ce sera vers 11 heures midi du matin et le soleil, la lune occultera 20 à 40% du disque solaire selon le lieu où vous vous trouvez, ou 20 à 30%. Donc franchement intéressant à observer dans d'aussi bonnes conditions, hein, entre 11 heures et midi, c'est parfait. L'éclipse de lune, elle, le 14, dont nous allons parler, puisqu'on en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais c'était pour clore la période. Là, la période démarre avec la pleine lune, donc l'éclipse totale de lune, qui est bien visible aux Amériques, mais pas pour nous, parce que c'est sûr, c'est au moment où le soleil se lève que la lune entre dans la totalité, donc en fait, et la lune se couche. Bon, ciao. Donc, il y a quelques petites nuances peut-être à observer, très délicates, quand la Lune commence à rentrer dans l'ombre avant qu'elle ne se couche et que le Soleil ne se lève, puisque bien sûr c'est la pleine Lune et qu'à la pleine Lune, eh bien la Lune se lève quand le Soleil se couche et elle se couche quand le Soleil se lève. On va voir ça avec Stellarium. À part ça, dans la semaine, quoi de notable? Je vous fais un tout petit point tout de suite sur... Je regarde ma fiche, hein, mais je vous la montre pas, c'est juste pour vous dire. C'est le 16, dimanche 16, elle est conjointe à Spica de la Vierge. Donc, ce sera à voir. Elle se lève vers 21h30, la Lune et l'étoile. Et donc, c'est à voir ensuite. Ce sera remarquable dès que ça se lève. Jeudi 20, la Lune est conjointe à Antares, donc ça, ce sera à voir le 19 au soir et le 20 au soir. On verra la Lune qui est gibbeuse décroissante cette semaine, donc de toute ronde à quartier, dernier quartier, à demi-lune, quoi, pour le dernier quartier. Donc le jeudi 20 est conjointe à Antares, à voir en fait au matin, hein, le matin du 20 et le matin du 21. Et donc à ce moment-là, elle est au plus bas. La Lune, on va la voir culminer de plus en plus bas toute la semaine. Et puisque elle est à son nœud descendant pour l'éclipse de Lune, puisqu'il y a éclipse, c'est que la Lune est à un de ses nœuds. Donc là, elle est à son nœud descendant pour l'éclipse totale de Lune. Elle passe aussi en déclinaison sud. C'est très resserré, les deux phénomènes. Et elle ne fait que descendre toute la semaine jusqu'à samedi 22 où elle atteint sa latitude minimale à 3h25 et où elle atteint sa déclinaison minimale à 7h37, largement hors limite zodiacale sud à moins 28 degrés 43 minutes en dessous du plan équatorial. Et donc, quand elle arrive à son dernier quartier, elle est dans le signe du Capricorne devant la constellation du Sagittaire. Ça se passe donc de la Lune troisième degré du Capricorne pour le dernier quartier samedi 22 à 12h29 et Soleil Bélier puisque le Soleil entre dans le signe du Bélier, donc marquant ainsi l'équinoxe de printemps nord, automne sud, jeudi 20 à 10h59. Voilà, alors maintenant on va aller voir tout ce qui se passe. On va voir, ah oui, alors très remarquable, plusieurs petites choses remarquables. Vénus qui disparaît très vite du ciel.
du ciel du soir maintenant, mais qui, pour les observateurs attentifs, bénéficiant d'un horizon dégagé et très propre, et pourront voir Vénus le soir et le matin, du 18 au 21 mars, du fait que Vénus est en forte latitude écliptique nord. Elle atteint sa latitude maximale mardi 18 et elle est à 8 degrés au-dessus du plan de l'écliptique, ce qui fait elle est dans le ciel au-dessus, 8 degrés au-dessus du Soleil. Et donc euh, on peut la voir même quand le soleil est couché et on peut déjà la voir avant qu'il ne se lève. Et ça, du 18 au 20. Donc, on va regarder ça avec Stellarium. Ça vaut vraiment le coup. Et puis, Mercure et Vénus qui s'approchent toutes deux de leur conjonction inférieure. Vénus le 23 et Mercure le 24. Donc ça va être donc conjonction inférieure, ça veut dire aligné avec le Soleil. Donc Soleil, Vénus, Mercure alignés le 23 et le 24 mars. Donc et Mercure est dans le champ du coronographe Lascaux C3 et Vénus aussi, et ainsi que Saturne qui elle en sort. Saturne, non c'est Neptune. Tiens mais Vénus, ah bah non elle est peut-être trop justement en latitude écliptique trop importante pour s'y trouver. Tiens, c'est marrant ça, oui. Donc nous avons Mercure dans le champ du coronographe Lascaux C3 du 20 au 29 mars. Nous y avons aussi Neptune qui passe cette semaine le 20 sa conjonction au Soleil, donc nouvelle Neptune. Et nous avons Saturne qui a passé le 12 mars, la semaine qui vient de passer, bah, aujourd'hui où nous enregistrons. Ah tiens, sa conjonction inférieure, sa conjonction au Soleil, donc nouvelle Saturne, et qui sort du champ du coronographe Lascaux C3 le 22 mars. Effectivement, nous n'y avons pas Vénus. Bon, allez, je reviens vers vous, parce que là, je vous avais quitté, enfin, vous me voyez, moi, je lisais la fiche, on refera un petit détail dans les commentaires astrologiques. Je vous montrerai la fiche alors. Et puis là, je partage pour aller sur Stellarium. Allons-y. Mon kiki, choup choup. Ça, c'est la fiche, voilà. À part ça, oui, ben, j'en profite puisque nous y sommes encore. Je vous ai dit à peu près pour les planètes, ah, ça mérite d'être détaillé. La visibilité des planètes. Donc, Mercure vient d'être conjointe à Vénus la semaine dernière. Je regarde la fiche de la semaine dernière. Euh, non, où elles vont l'être? Je sais plus. Je reviens sur cette semaine. Et donc, oui, je disais que ben, le soir, alors, Neptune disparaît aussi du ciel du soir. Saturne est déjà passé dans le ciel du matin, invisible, bien entendu. Saturne réapparaîtra fin avril. Ce qui est intéressant avec Saturne, c'est de savoir que la Terre va passer dans le plan des anneaux de Saturne le 23 mars. Et que donc à ce moment-là, ben, on voit plus les anneaux. Bon, là, on les voit pas parce que on peut pas l'observer puisqu'elle est en même temps en conjonction inférieure, sauf dans le champ de Lascaux C3 où on ne verra pas non plus ces anneaux. Bon, Neptune, qui est déjà délicate à voir, elle est bien sûr invisible également puisqu'en conjonction au Soleil. À partir du 20, elle passe dans le ciel du matin. On ne pourra l'observer en fin de nuit qu'à partir de l'été. Donc nous avons Vénus, je viens de vous raconter, Mercure, oui, elles étaient conjointes hein, la semaine dernière, c'était le 11, je crois. Et donc Mercure a doublé Vénus, mais néanmoins Mercure descend, euh, raccourcit très très vite aussi sa période de visibilité cette semaine, elle n'est plus visible. Ce qui reste de visible en début de nuit maintenant, Uranus, une fois que la Lune va se lever suffisamment tard, car cette semaine, en Lune gibbeuse décroissante, donc de la pleine Lune au dernier quartier, la Lune se lève au coucher du Soleil pour la pleine Lune, puis euh, elle culmine au milieu de la nuit, puis en deuxième moitié de nuit, et elle se couche dans la matinée, donc chaque jour un petit peu plus tard. Donc à partir du 18, elle n'est plus une gêne pour observer Uranus vers 20h30, parce que maintenant, faut pas trop tarder. Uranus se couche une demi-heure plus tôt chaque semaine. Maintenant, 23h50. Nous avons Jupiter qu'on voit bien, qui est encore très haute, mais qui est déjà du côté de l'ouest, et Mars qui culmine au début de la nuit et qui se couche à 4h25, même si son éclat décroît, elle est encore vachement remarquable.
faisant son petit chemin devant, par rapport à Castor et Pollux. Voilà le plus important. Donc je passe sur Stellarium. Et nous voici au soir du 13 mars 2025, n'est-ce pas, pour le lever de la pleine lune qui a lieu à, à 7 heures et quelques, le 14. Si Christophe, tu as les heures en tête, tu me le dis. Sinon, la voilà à 7h54, le 14, donc la pleine lune. Donc le 13 au soir, elle se lève. Elle se lève, tiens, je vais afficher les horaires. Donc elle se lève un petit peu après le coucher du soleil. 8h15. Non, un petit peu avant encore. Elle se lève et donc à 19h30, voilà, elle est à l'est. Donc elle est pleine. Elle est toute ronde. Je grossis un peu. Elle est sous le ventre du lion. Elle est près de Denebola, l'étoile qui marque la queue du lion. Ici, voilà. Et elle va s'élever au cours de la nuit, donc culminer à une hauteur, je vais rajouter azimut hauteur. Elle culmine donc au milieu de la nuit, puisque c'est la pleine lune, et elle culmine à peu près, bah, ou culmine un peu en dessous du lion. Euh, Elle culmine à une cinquantaine de degrés de hauteur. Et donc, elle est entre Régulus du lion et Spica de la Vierge. Et donc, elle va se coucher au petit matin, et c'est là qu'il y a l'éclipse. Alors, je vais mettre l'horizon océan. Et c'est là qu'il y a l'éclipse. Alors, 6h30, elle entre à peine dans la pénombre. Euh, donc, on va descendre. Vous voyez, elle est vraiment sur le point de se coucher. On va grossir pour voir. Voilà, elle est entrée dans l'ombre. Ça, c'est la Lune. Ça, c'est la projection de l'ombre de la Terre sur la Lune. Mais la Lune est très bas sur l'horizon. Elle va se coucher et le ciel est gravement éclairci déjà. Donc, bonjour. Et la totalité, c'est pour nous, c'est pas pour nous. Voilà, c'est pas pour nous. Donc voilà pour cette pleine lune. Et puis ensuite, donc elle va, vous voyez, on est en lune équinoxiale, elle se couche pile à l'ouest. Et là, à ce moment-là, elle est sur le plan de l'écliptique puisqu'elle est à son nœud. Et puis elle va descendre, descendre, descendre en latitude et aussi elle descend en déclinaison, ce qui l'emmène très bas en déclinaison à la fin de la période, le 22, juste avant enfin oui, juste avant le dernier quartier, mais vraiment juste avant. Donc, ben on va laisser passer la journée. Le soleil se couche, le 14 au soir, et voyez, donc on a encore le 14, on peut, à l'ouest, le 14 au soir, on a Vénus et Mercure. Mercure qui brille de moins en moins, donc faible éclat, et Vénus beaucoup qui brille toujours de sa magnitude -4 pratiquement, enfin un petit peu moins là, ou aussi -4,2. Euh, donc elles sont à la même hauteur dans le ciel, et de jour en jour, ça va beaucoup changer. Alors, Mercure a doublé Vénus, donc Mercure, non, qu'est-ce que je fais? 1 heure, un jour, pas 1 heure. Le lendemain, Vénus un peu plus bas, Mercure un peu plus haut, mais moins brillante. Voilà, de jour en jour, le 16, le 17, on voit plus Mercure, hein, 18, 19. Alors, à partir du 18, les amis, on voit Vénus le soir et le matin, si vraiment on a des conditions excellentissimes. Mais comme Vénus est le troisième astre par ordre de brillance après le Soleil et la Lune, voyez, bon, il faut peut-être le chercher avec des jumelles, mais vous l'avez à quelques degrés de l'ouest en allant vers le nord. Euh, oui, même pas 10 degrés à l'ouest, à droite de l'ouest, 7 degrés. Donc, ok. Donc, le lendemain matin, allons chercher Vénus. Le lendemain matin. Et là voilà, mince, je vais trop vite. Et là voilà, le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève. Alors,
je trace l'écliptique et je vous montre l'horizon. J'enlève le sol. Voyez, Vénus est en latitude nord maximale, elle est au-dessus du plan de l'écliptique, ce qui fait qu'elle est visible alors que le Soleil est encore en dessous de Elle est au l'horizon. sud? Nord, au sud, ce serait de ce côté, en dessous. Écliptique, D'accord. au-dessus de l'écliptique, en dessous de l'écliptique. Je remets l'horizon, voilà. Et nous allons, on voit que le jour, au moment où l'écliptique au levant est pile à l'est, ben, c'est le jour de l'équinoxe et nous y arrivons. Donc jusqu'au 20 du 18 au 21, on peut tenter cette observation. Vénus de plus en plus difficile le soir et de plus en plus facile le matin, mais elle est en conjonction supérieure le 23, hein, même pas. Donc ce sera là pour la prochaine période. Donc bah, tiens, on va prendre un jour de plus. Nous sommes ici le 19. Et voilà le 20, bon, le jour. Donc on va se mettre au lever du soleil. Je cherche, le voilà, le soleil. Je remets le sol. Et à l'heure de son lever, regardez, tchoup, 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 il se lève pile à l'est. Et de ce moment-là, comme c'est lui qui trace l'écliptique, ben, voilà. Mais tout astre, du coup, qui est à 0 bélier et à 0 degré de latitude écliptique, eh bien, se lève pile à l'est quand il se lève pile à l'est, s'il a 0 bélier ou 0 balance. Alors, Vénus et Mercure, nous avons vu. Que reste-t-il à voir dans le ciel du soir aussi? On va regarder la Lune euh, dans sa lente descente et puis ça. Donc je vais passer la nuit là. Hop, 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 hop. Voilà. Le ciel. Nous sommes ici le 20. Donc voyons le ciel. Il est 23h46. On va se remettre un peu plus tôt dans la soirée pour voir les planètes. Du côté de l'ouest, maintenant, si vous voulez voir des planètes, il faut vous tourner sud-ouest en début de nuit. Et si vous êtes du côté sud-ouest en début de nuit, eh bien, vous avez Jupiter, ou si vous vous tournez vers l'ouest, voilà, ça fait comme ça. Vous avez Jupiter immanquable pratiquement à l'ouest, encore assez haute, hein, pratiquement 50 degrés. Et puis ici, il y a le débarrant du taureau, donc qui se remarque quand même bien rougeoyant à côté. Tout l'ensemble du grand G de l'hiver qui s'en va se coucher. Donc le grand G de l'hiver, Orion, donc les trois mages d'Orion, Rigel, en dessous la bleue, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, du gros chien, Procyon, du petit chien, Pollux et Castor, avec Mars en dessous qui brille de son petit rubis rouge, même si il décroît un petit peu. Donc il fait pas partie du grand jet de l'hiver, puisque c'est une planète, elle ne fait que passer en ce moment. Elle a repris son mouvement direct, elle s'avance comme ça. Et puis Capella du cocher, et puis Bételgeuse d'Orion. J'ai oublié Aldébaran du taureau et Bételgeuse d'Orion, le grand jet de l'hiver, donc en début de nuit, avec Mars et Jupiter et aussi Uranus, que si vous voulez en profiter pour l'observer, elle est là, toujours en dessous des Pléiades, avançant d'un tout petit pas par jour quand même, et donc faut grossir un peu pour se repérer, voilà, par rapport aux Pléiades, à cette étoile du taureau, je vais dézoomer, voilà, qui est juste après la corne, la pointe, mais déjà, faut bien distinguer le V, là, des Iades, dont Aldébaran fait l'œil, on l'appelle l'œil du taureau. Il y a le V, et puis c'est celle qui est après le V. Et donc Uranus, qu'on peut encore bien observer au télescope. Alors, il va y avoir les nuits de l'équinoxe, là, organisées par l'Association française d'astronomie. Alors, nous, on fait des animations d'astronomie, mais bon, comme on n'est pas spécialement, on peut pas être complètement bénévole, on demande une participation de 5 euros. L'AFA nous a refusé finalement l'inscription au catalogue, il faut être totalement gratuit. C'est bien gentil, mais s'il y a que les riches retraités qui peuvent se permettre de parler du ciel aux autres, eh bien, tant mieux, mais nous, on la joue quand même. Et donc, on fait des soirées d'observation pour ce ciel d'équinoxe. Ça permet de commencer pas trop tard. On fera bien se couvrir quand même, hein, de bénéficier du ciel d'hiver sur le couchant, du grand jet de l'hiver, justement, tout ça qu'on voit pas l'été, de bénéficier de Jupiter et de Mars, et du ciel donc de cette saison. Car après, qu'est-ce qui culmine pendant ce temps au sud? Ben, c'est
le Cancer avec l'amas de la crèche. Donc dès qu'il n'y a plus de lune, on verra bien l'amas de la crèche, qui est ici. Voilà. Donc le 20, il n'y a plus la lune. L'amas de la crèche se voit assez facilement à l'œil nu. Dans un bon ciel, il est entre Pollux et Régulus. C'est pas très difficile à trouver. Il y a une belle... Voilà, si le ciel est assez sombre, vous avez une jolie euh, petite nébulosité. Puis avec des jumelles, là, vous voyez que c'est des étoiles. Alors voilà, au début de la nuit, ce qui culmine. Et qu'est-ce qui se lève en début de nuit? Se lève la Vierge. Et donc, du côté de l'Est, on voit le lion qui monte et apparaît la Vierge. Et puis, il y a Arcturus du Bouvier qui est levé dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours qui s'élève. On se tourne du côté du nord. Donc, quand on regarde du côté du nord, on voit la grande ours qui monte, qui est presque tout en haut du ciel. Je mets un peu la voûte. Voilà, le zénith est ici. Donc, la grande ours va faire ça au cours de la nuit. Tiens, ben, on va l'accompagner. On fait tourner le ciel au cours de la nuit. Donc, vers 23 heures, elle est complètement en haut, les pattes en l'air, elle plane là-haut. Ses pattes passent au zénith. Et puis, voilà, vers 1 heure du matin, commence déjà à basculer. À 0h58, c'est le milieu de la nuit. L'équation de temps fait que le minuit avance assez rapidement en ce moment, se décale donc vers le matin, le jour se décale vers le matin. Et donc, du côté de l'ouest, on a vu ceux qui s'en allaient. On va continuer la nuit et on va aller voir à l'est, du coup, ceux qui se lèvent. Donc au milieu de la nuit, il y a Cassiopée, elle est au plus bas hein, aussi. Et donc du côté de l'est, en milieu de nuit, s'élève déjà Vega de la Lyre, fort brillante. Voilà, on a deux phares à l'est, Arcturus du Bouvier et Vega de la Lyre. Et entre les deux, ben, il y a Hercule et la couronne boréale. Donc c'est le moment d'identifier ces constellations. Donc la nuit passe, 2 heures, 3 heures apparaît donc l'aigle avec Altaïr. Donc on a Vega, Deneb et Altaïr, le grand triangle de l'été, donc qui se lève de plus en plus tôt. Et puis, ben voyons, regardez, au sud-est, nous avons la Lune conjointe à Antares du Scorpion. Donc là, je grossis, on voit notre Lune là qui est maintenant presque en quartier, gibbeuse décroissante. On va revenir sur sa conjonction avec Spica. Là, c'est le 20, donc le 21 au matin, parce que voilà, le 21 au matin, on va aller un peu plus tard dans la matinée, on va aller à 5 heures du matin, parce qu'après il commence à faire jour, 5 heures, 6 heures, mince, même, 6 heures, elles ont déjà passé leur culmination, mais enfin c'est une heure plus facile peut-être pour voir. Il y en a qui sont levés et qui admirent le ciel du matin. Et donc le 21, la lune, presque en croissant, en quartier, est à gauche de Antares. Et la veille, je reviens à la veille, hein, le 20 au matin, elle est à droite, un peu plus grosse encore. Elle vient d'ailleurs d'occulter cette étoile. Il y a une occultation d'étoiles par la Lune. C'est celle-ci qui est déjà de son doux petit nom de catalogue. C'est Eta, je crois, Eta Scorpion. Ou sinon, elle a un petit nom carrément, Fang. Donc c'est une des trois, celle du bas, l'antenne du Scorpion, du bas pour nous, de l'hémisphère nord. Donc là, voilà, la Lune, le 20. Ben alors je vais revenir jusqu'au 16 pour qu'on la voit avec Spica. Donc c'est le ciel du matin. Et donc le 19, le 18, on fait un compte à rebours. Le 16, la voilà. Donc le 16, 6 heures du matin, côté du sud-ouest. Alors on peut le voir un peu plus tôt dans la nuit. Je remonte. Un peu plus tôt dans la nuit. Donc là, nous l'avons à peu près au sud, ou à leur culmination, vers 2 heures du matin. La Lune, donc, et alors elle se lève vers 21h30, hein, j'avais dit. 20h30 pour la Lune, 21h30 pour Spica, ça le 16 au soir. Et le lendemain, la Lune est en dessous de Spica à 2 heures du matin. Donc, si on regarde ça
en début de nuit, côté sud-est, là c'est à minuit, là c'est à 23 heures, voilà, ils se sont levés vers 22 heures. À 22 heures, agréable, très joli spectacle du lever de lune en dessous de l'étoile Spica de la Vierge. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire de ce petit tour du ciel pour ce ciel équinoxial pour cette troisième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud. Non, d'hiver encore, pardon. Donc on arrive au printemps le 20 avec le Ah soleil ah! dans le signe du bélier avec l'équinoxe de printemps, enfin du moins l'équinoxe de printemps nord, donc parce que c'est l'équinoxe d'automne sud. Eh bien, il me reste peut-être j'ai fait le tour là. Je reviens vers vous. Arrêtez le partage. J'ai pas eu le temps de vous collecter beaucoup d'images, donc il faudra aller voir dans l'article. En revanche, je vous ai préparé un petit bulletin de nouvelles astronautiques fort intéressantes, donc ce sera euh, enrichi avec les images dans l'article, dont le lien sera dans la description de la vidéo. Et puis, je relance mon appel, enfin du moins non mon annonce, je relance mon annonce pour le cours astrologie qui débute vendredi 14 mars à 18 heures. Donc il y a déjà quelques inscrits et donc je vous remettrai le lien hein, pour ceux qui ont envie vraiment d'acquérir des outils de compréhension et d'application d'une astrologie qui décoiffe, mais très pratique. Et puis pour ceux qui pensent que c'est complètement idiot, mais qui sont pas complètement obtus et qui veulent bien peut-être voir une approche totalement différente de toutes celles qui existent de toute façon, et bien sûr de l'idée préconçue qu'ils peuvent s'en faire. Je vous mets donc le lien dans cette vidéo, j'en reparle dans la suivante également, bien sûr. Donc les news de l'astronautique, les amis. Donc pour commencer, les petits potins, enfin ou non, les ou gros potins hein, des entreprises spatiales. Alors, le programme Space Founder 2025, donc un programme de financement des startups spatiales en Europe. Voilà, donc recherche cette année 15 startups spatiales européennes innovantes. C'est un article Aérocontact. Donc un, mince, je sais plus le mot. Enfin, un organisme de financement des startups spatiales. C'est pas la première année. Il y a déjà plusieurs start-up spatiales européennes qui sont lancées grâce en fait à ce programme. Donc, je vous invite à aller voir la suite. Alors, Thales Alenia Space, très très bizarre parce que il y a des restrictions au niveau du personnel, alors que donc là c'est à Charleroi en Belgique, mais l'autre la semaine dernière c'était à Toulouse. Il y a des problèmes de personnel. Ils rationalisent le personnel alors qu'il y a des gros projets qui sont il y a deux gros projets là dont on parle cette semaine, le développement du segment spatial d'un système de navigation en orbite autour de la Lune et un contrat de fabrication des satellites pour le plus grand opérateur de satellites d'Asie. Et avec ça, on licencie du personnel, on se demande. Bon, la semaine a été marquée par deux lancements spatiaux remarquables. Le premier, celui d'Ariane 6, plein succès. Et puis, le deuxième, c'était le Starship 8 de SpaceX, qui a réussi, on trouve que c'est banal maintenant, mais enfin pour la troisième fois, de rattraper le booster dans les bras de la tour Mécasilla, et qui a pour la deuxième fois fait le vaisseau, le Starship lui-même, a explosé en orbite. Enfin non, avant d'atteindre vraiment l'orbite. Et ce qui a encore à nouveau provoqué une pluie de débris au-dessus des Caraïbes et de la Floride. Les mauvaises langues y vont hyper bon train. Bon, c'est toujours le processus essai-erreur. Mais bien sûr, on peut se demander pourquoi pour la deuxième fois, c'est toujours le même problème que la première fois. Bon, et du coup, je partage un article que j'ai trouvé dégoûtant, mais pour montrer à quel point l'hypocrisie règne dans beaucoup de médias. Et jusqu'à présent, l'actualité spatiale est assez neutre. Et là, depuis qu'il y a Elon Musk engagé dans Doge en particulier Ah maintenant, ben, ouah, ça cartonne, il se prend des pics de tous les côtés, et donc même dans ce domaine. Et donc là,
Le titre, c'est Trump et Musk sabrent le budget de la NASA, la science spatiale en péril, blablabla. Parce qu'en fait, bah, ce qu'ils font avec Doge aussi à la NASA, c'est supprimer les bureaux débiles pour placer, voilà, selon les critères, égalité des sexes, égalité d'origine de couleur. Le Enfin, wokisme. Le si on wokisme. veut que ça marche et que ce soit sécure, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la compétence et le savoir travailler en équipe, d'être à l'intelligence, quoi, qui correspond au travail demandé. C'est pas la préférence. Il faut savoir être sérieux, quoi. Bon, il y a de la place pour tout le monde sur cette planète et c'est pas la peine d'imposer, de vouloir mettre des brels partout. C'est la tendance en fait dans tous les domaines, hein, que ce soit scientifique, que ce soit artistique. C'est ce que moi j'observe depuis 40 ans. Je regarde pas, je regarde mon truc. Alors, donc ça va, on a encore quelques minutes, ok. Alors ensuite, au niveau des grands télescopes et des télescopes spatiaux, alors James Webb se penche cette semaine, enfin la presse se penche sur les recherches de James Webb sur les secrets des nébuleuses noires. Alors, évidemment, parce que James Webb explore dans l'infrarouge, donc ce qu'on ne voit pas, James Webb le voit, et en plus avec un pouvoir de résolution inégalé jusqu'à présent, et ainsi que donc il y a les nébuleuses noires et il y a les naines brunes qui sont des astres soit des planètes errantes, soit des étoiles non allumées. Voilà, il y a différents objets. Un petit point là-dessus. Et donc, James Webb a détecté pas mal de naines brunes. Ensuite, il y a le télescope spatial Spherix. Donc, c'est un télescope spatial coréano-américain, donc Corée et États-Unis. Il y a un article sur l'agence de presse coréenne. Et ensuite, que va faire Spherix? Cartographier le ciel céleste en infrarouge aussi. Et donc, Spherix a été lancé donc par SpaceX, un banal 149e ou 150e lancement réussi de Falcon 9. Mais enfin bon, maintenant c'est tellement banal que tout le monde trouve ça normal. Bon, en attendant, ça marche toujours. Et donc, Spherix et Punch, satellites scientifiques de la NASA, lancés lundi, donc passé, donc le 10 par SpaceX. Et au propos de Hubble, qui observe toujours, mystère, il y a des galaxies qui sont dépourvues de matière noire. Donc, petit article où on se pose des questions sur nationalgeographic.com. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu le temps de vous préparer pour aujourd'hui. Donc, retrouvez la suite dans l'article avec les détails précis, bien sûr. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce bulletin astronomique jusqu'au bout. Merci Joël, merci Christophe, merci Isia. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Votre petit tip, si vous pouvez, pour nous pousser un peu plus loin. Je vous dis à jeudi prochain peut-être, car nous serons le 19 pour le 22. Je pourrais pas le faire le vendredi parce qu'on fera de l'astronomie ce soir-là. On fera une sortie d'astronomie prévue. Donc le 19 plus le cours pour ceux qui commenceront. Donc il y aura peut-être aussi un décalage du cours d'ailleurs. Ou on va faire tout le jeudi. Alors inscrivez-vous hein, pour venir au direct parce qu'il va falloir que je cale ça dans l'emploi du temps. Donc ce sera mercredi ou jeudi prochain. On va peut-être prendre beaucoup d'avance. Après tout, c'est pas grave. On va, le bulletin astronomique qui peut être prêt à l'avance. Euh, les astres sont à l'heure. En général, s'ils sont pas à l'heure, faut s'inquiéter, mais jusqu'à présent, tout va bien. Les horloges célestes sont parfaitement à l'heure. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao, à bientôt, les amis.